Madame la Présidente, chère Béatrice, il y a très exactement 10 ans, à Reims, je quittais, comme tu t'apprêtes à le faire, la présidence des Appels. Pour avoir vécu le même itinéraire à quelques années d'intervalle, j'imagine les sentiments qui t'habitent probablement au moment de mettre le point final à ce dernier congrès de ta présidence. Bien sûr, il y a la satisfaction du devoir accompli, mais il y a aussi, pourquoi ne pas le dire, probablement une certaine amertume d'avoir à renoncer à une partie de soi-même, tant cette charge de président de l'Appel, difficile, harassante, est vécue par tous ceux qui l'ont traversée comme une mission qui transforme ceux qui l'exercent, tout autant qu'elle leur permet de peser, même modestement, sur le cours des choses. Je ne peux pas laisser passer cette occasion pour te dire à la fois ma reconnaissance et ma fierté. Ma fierté est celle de l'ancien président de l'UNAPEL. Nous nous connaissons depuis très longtemps. Je ne saurais dire depuis combien de temps exactement, car nous sommes tous deux bordelais et anciens présidents de la Fédération des Appels de Gironde. De surcroît, Pierre, ton mari, si féru d'histoire des familles, trouverait sans doute entre nous des liens familiaux s'il se mettait sur la piste, si tant est qu'il ne les ait pas déjà trouvés. Mais entre nous, il n'y a pas seulement des coïncidences de lieu, des coïncidences de responsabilité. Il y a bien plus. Il y a un même attachement viscéral à la liberté de conscience et par conséquent à la liberté d'enseignement qui en est l'un des prolongements absolument nécessaires. Pas n'importe quelle liberté d'enseignement, pas une liberté d'enseignement synonyme de concurrence sauvage sur le grand marché scolaire, mais une liberté d'enseignement maîtrisée, une liberté mise à la fois au service des jeunes, des familles, mais aussi du système éducatif et de la société. Je me réjouis qu'à l'ouverture de votre congrès, le ministre de l'Éducation nationale, M. Vincent Peillon, ait enraciné cet attachement à la liberté dans la tradition républicaine de Ferdinand Buisson et de Jean Jaurès, contribuant ainsi, comme les responsables de votre mouvement, comme les responsables de l'enseignement catholique, à éteindre les dernières braises de la guerre scolaire et donc de la guerre entre les deux Frances. C'est parce que nous partageons le même idéal de liberté et de paix scolaire que j'ai souhaité que tu rentres au Bureau national en 2002, au moment même où je le quittais. Prémonition, sans doute. C'est parce que, dans la lignée de nos prédécesseurs, nous concevons tous les deux le mouvement des Appels comme un mouvement de militants et non comme un syndicat de parents d'élèves, que celui-ci occupe une place si importante dans l'enseignement catholique, sans pour autant qu'il soit l'un de ces 4 organismes nationaux actuels. Ma fierté est donc celle de l'ancien président de l'UNAPEL. Ma reconnaissance est celle du secrétaire général de l'enseignement catholique. Je te suis reconnaissant de la qualité des relations institutionnelles que tu as permis d'entretenir entre les Appels et l'enseignement catholique au cours de ces 4 années de travail en commun. Facilitées par une estime réciproque, ces relations se sont construites sur la base d'un partenariat loyal, mais sans concession, entre les représentants des parents et l'institution. Partenariat sans lequel, l'histoire l'a montré, tout l'enseignement catholique souffre, en particulier
dans ses relations avec les pouvoirs publics. Comment pourrait-on mettre en avant et rendre fécond le concept de communauté éducative si l'exemple n'était pas donné par les instances nationales? Même si le comportement consumériste de certains parents est parfois contestable au regard du projet éducatif de l'école catholique, l'enseignement catholique ne saurait se passer de l'apport des parents, non comme des supplétifs des équipes éducatives pour l'organisation des kermesses et des lotos, mais comme acteurs à part entière de ces corps intermédiaires que sont les appels. Même si l'unanimité n'est pas encore faite sur ce point chez tous les responsables de l'enseignement catholique, l'enseignement catholique a besoin, pour faire vivre son projet, d'appels fortes, d'appels vivantes, d'appels fédérés. Comme mon prédécesseur, je m'emploie à favoriser la reconnaissance de la place des parents et de leurs associations. C'est dans ce cadre que s'inscrit le protocole d'accord entre l'appel national et le secrétariat général de l'enseignement catholique que nous avons signé tous les deux le 9 janvier 2010. Protocole qui est venu renouveler et actualiser une convention signée entre les mêmes acteurs au cours des années 50. Le mouvement des appels a toujours eu la chance d'être dirigé par des présidents ayant de fortes personnalités, quelles qu'aient été les qualités et les faiblesses de chacun d'entre eux. Cette chance du mouvement des appels est aussi une chance de l'enseignement catholique. Chacun sait que, côté caractère, tu n'as rien à envier à ceux qui t'ont précédé. Tu as bien mérité de rejoindre cette cohorte où tu retrouves au rang des honoraires Hilaire Delage, un de tes oncles qui fut président de l'UNAPEL dans un moment crucial pour l'enseignement catholique, entre 1952 et 1959. Comme beaucoup de ceux qui ont exercé cette fonction avant toi, tu as traversé des moments difficiles, tant la gouvernance des ensembles complexes comme les appels est devenue un défi presque insurmontable, et tant les vies familiales et parfois professionnelles peuvent être atteintes par cette aventure du bénévolat à temps plein. Tu as porté haut et fort la parole du mouvement des appels. Je t'en remercie à double titre, comme président d'honneur de l'appel, comme secrétaire général de l'enseignement catholique. Nous t'en remercions tous. Oui, chers parents, chers amis, l'enseignement catholique a besoin d'une organisation de parents qui réfléchissent à sa manière aux questions éducatives et qui apporte sa contribution originale. Vous avez su le faire depuis longtemps, comme en atteste le concept de communauté éducative fondé il y a 45 ans par les appels lors de l'un de vos congrès, et dont chacun sait la postérité, y compris dans l'enseignement public, depuis la loi Jospin de 1989. Vous avez su le faire au cours des dernières années, en vous intéressant aux pédagogies atypiques, à la notation, à l'orientation, à l'autorité, et ici, à Clermont, au bonheur à l'école. L'enseignement catholique est heureusement stimulé par vos travaux. Le texte sur l'orientation des élèves, adopté en 2009 par le Comité national, l'a été grâce à vos initiatives et dans le prolongement du Congrès de Lille.
les fiches relatives aux sanctions et aux conseils de discipline n'auraient pas vu le jour sans votre demande. La réflexion en cours sur les commissions d'appel est également le fruit de vos constats et de votre souci de mieux servir à la fois les jeunes et l'école catholique. Certains auraient pu craindre que vous n'outrepassiez vos compétences en abordant des questions parfois considérées comme la chasse gardée des pédagogues et des spécialistes du système éducatif. Vous n'avez fait que rappeler que tout ce qui touche à l'enfant, tout ce qui touche aux jeunes, concerne votre responsabilité première et inaliénable de parents. Vous n'avez fait qu'affirmer que tout ce qui concerne l'homme et sa destinée concerne tous les hommes, et au premier chef les parents, investis qu'ils sont de la mission de permettre à leurs enfants d'exercer en temps voulu et avec les atouts indispensables leur pleine et entière liberté. La place essentielle faite aux parents est un fondement de l'école catholique, que le texte sur les parents, dans l'enseignement catholique, adopté par le Comité national le 19 mars 2004, a solennellement affirmé. La responsabilité éminente des parents dans l'éducation de leurs enfants leur confère d'abord le devoir d'éduquer, mais aussi le droit d'être reconnus comme les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Elle exige, cette responsabilité, une collaboration entre les parents et l'école ne pouvant pas se substituer à la famille. Elle implique la participation pleine et entière des parents à la communauté éducative d'une école pilotée par le chef d'établissement et l'association effective des parents à l'élaboration et à l'actualisation d'un projet éducatif validé par la tutelle de l'établissement. La relation entre école et famille n'est pas, pour l'enseignement catholique, une simple commodité. Elle est la condition de la cohérence et du succès de l'acte éducatif. La place faite aux parents est aussi le fruit des circonstances politiques qui ont présidé à la reconnaissance de l'école libre et qui ont conduit, après la Seconde Guerre mondiale, à faire une place décisive aux appels dans le combat politique pour la liberté. Depuis cette époque, s'est établie une relation historique de coopération et de confiance. Une relation de coopération et de confiance des responsables des parents d'élèves et des responsables de l'enseignement catholique. Une confiance qui a convaincu les auteurs du statut de l'enseignement catholique de 92 de faire de l'Appel la seule fédération de parents reconnue pour participer au pilotage du système complexe qu'est l'enseignement catholique. Le futur statut auquel nous travaillons d'arrache-pied avec vous confirmera cette solution salutaire pour l'école catholique. Sans fusion, sans confusion, mais dans une confiance réciproque qui n'exclut pas parfois des divergences, voire des conflits, se construit ainsi à tous les niveaux, dans l'établissement, dans le diocèse, en région, au national, l'indispensable cohésion des responsables de l'enseignement catholique pour faire face aux défis que nous avons à relever. Cela nous conduit à assumer ensemble, national et local, salariés et bénévoles, parents et professionnels, des décisions parfois difficiles à prendre, des décisions parfois difficiles à porter, sans que l'un tente de faire de l'autre un bouc émissaire des problèmes qu'il rencontre. Nous avons rencontré de lourdes difficultés au cours des années écoulées en raison des importantes suppressions d'emplois d'enseignants. Dans la gestion des moyens, nous avons su faire preuve d'une forte solidarité.
Nous avons été attentifs à accompagner les régions, les diocèses et les établissements les plus fragiles, sans nous laisser imposer des solutions administratives qui n'auraient pas tenu compte de la spécificité de notre réseau et de son inégale répartition sur le territoire. Des solutions douloureuses ont parfois dû être retenues, mais quoi que puisse dire tel ou tel, ici ou là, la question des retraits d'emploi n'a jamais été une affaire de calculettes et de technocrates. Elle a toujours été une affaire politique gérée sous contrainte. Ce qui fait notre force, c'est notre unité. C'est la confiance que nous nous faisons. Sachons préserver notre unité, sachons préserver la confiance coûte que coûte, car elles sont les meilleures garantes de notre avenir commun. Sachons les préserver, car nous aurons dans les années à venir encore bien d'autres problèmes à surmonter, notamment sur le plan de l'équilibre économique et de la mise aux normes de nos établissements. Et nous ne pourrons faire face qu'ensemble. La place des parents est aussi une des questions que ne devra pas esquiver le travail de la refondation de l'école que le chef de l'État et le gouvernement veulent mener à bien dans les prochains mois en vue de l'adoption d'une loi d'orientation et de programmation pour l'école d'ici à la fin de l'année 2012. Chacun connaît les défis auxquels l'école française doit faire face. Les débats de vendredi ont permis de les rappeler en faisant appel notamment à un expert étranger, ce qui permet d'échapper à une approche trop hexagonale et bien souvent caricaturale. On dit moins souvent la confiance que l'opinion publique et les parents font à l'école. Les résultats, à certains égards paradoxaux, du sondage que vous avez rendu public à l'occasion de ce congrès le confirment. Les parents affirment à 85% que leurs enfants sont heureux à l'école. Mais ils estiment à 60% que le système scolaire démotive et à 67% que la peur de l'échec paralyse les élèves. Ce sondage confirme donc à la fois la forte attente à l'égard de l'école de la part de l'opinion publique et des parents, et le fait que les familles continuent à considérer l'école comme le premier instrument de l'égalité des chances. L'école reste plus que jamais au centre des espoirs des familles. L'école reste plus que jamais un élément central de la cohésion sociale. On ne peut que s'en féliciter et souhaiter que la perspective de refondation de l'école permette de donner à l'école française un nouveau souffle. Il ne saurait être question ici de dire ce que devraient être les contours et le contenu de cette refondation. Mais on peut appeler d'ores et déjà les auteurs du futur texte au respect de quelques principes de méthode pour éviter les désillusions suscitées par la plupart des réformes du système scolaire engagées depuis 40 ans. On peut d'abord inviter à la modestie. Une chose est en effet certaine, les mutations sociales, culturelles, économiques en cours sont si profondes que personne, si clairvoyant soit-il, ne saurait prétendre dire ce que sera l'école dans 10, 15 ou 20 ans. Certes, nous serons très loin de l'école que nous avons vue sur les écrans vendredi après-midi, l'école du XIXe siècle, l'école de la classe, qui a été fondée par les jésuites d'ailleurs bien avant le XIXe siècle. D'abord donc, faire preuve de modestie, ne pas imaginer que l'on va élaborer la dernière réforme du système éducatif. Avant de légiférer et de réglementer, on peut aussi inviter
à faire préalablement le pari de la confiance dans les acteurs de l'école. Car rien ne sera possible sans l'adhésion et la mobilisation de tous, sans l'adhésion et la mobilisation des uns et des autres, et au premier chef des professeurs. C'est ce que nous avons voulu dire dans le manifeste de l'École catholique pour la réussite de chaque élève. Et c'est ce que vous avez souligné dans les propositions de l'appel pour l'école de demain. On suggérera enfin qu'avant de donner un contenu à quelque réforme que ce soit, on veille à l'orienter systématiquement vers le renforcement de la liberté des établissements, vers le renforcement de la liberté des équipes éducatives, car la liberté est le corollaire de la responsabilité de chaque acteur, une responsabilité sans laquelle aucun engagement ne peut être solide, aucun engagement ne peut être durable. L'enseignement catholique est évidemment disponible pour participer à la réflexion qui va s'ouvrir probablement d'ici peu. Nous avons compris que nous étions considérés comme élément à part entière de l'école de la République et comme interlocuteurs crédibles sur lesquels on pouvait compter. À la confiance qui nous est ainsi faite, nous répondons à notre tour par la confiance et nous serons au rendez-vous. Cette confiance devra être nourrie au quotidien par des actes qui attesteront que notre association au service public n'est pas une pétition de principe. De son côté, l'enseignement catholique estime devoir apporter son expérience et son expertise sans prétendre donner de leçons à qui que ce soit. Nous remettrons au ministre, dans les jours qui viennent, nos premières contributions au débat sur la refondation de l'école. C'est notre conception de la responsabilité publique qui nous a été confiée par les lois des 31 décembre 1959 et 1984, et nous avons eu l'occasion d'expliciter notre conception de ce rôle récemment à l'occasion du 50e anniversaire de la loi Debré et du 25e anniversaire de la loi Rocard. Voilà ce que nous apporterons et dans quel esprit nous le ferons. Nous attendons de l'État qu'il entende et prenne au sérieux nos propositions, même s'il rend finalement d'autres arbitrages. Nous attendons aussi qu'il reconnaisse notre originalité, les spécificités de notre fonctionnement, qu'il applique effectivement, dans le cadre des lois en vigueur, un traitement juste, comme cela nous a été annoncé et confirmé vendredi. Vous m'avez beaucoup entendu parler dans mon propos de confiance. Ce mot était déjà, en relisant ce texte, je l'ai constaté, ce mot était déjà très exactement le dernier mot de mon discours à Montpellier. Hier soir, dans son homélie, Monseigneur Simon a fait de la confiance l'un des 4 piliers du bonheur. Il y a donc quelque chose d'essentiel qui se noue dans l'école catholique, dans votre mouvement autour de la confiance, car la confiance est constitutive de l'acte éducatif. Je vous propose, dans les mois et les années qui viennent, que nous nous efforcions de vérifier au quotidien si confiance et bonheur riment bel et bien dans nos écoles, dans nos diocèses, dans nos relations avec nos partenaires, y compris nos partenaires publics. Nous expérimenterons peut-être alors, avec Henri de Monterland, que la confiance est l'une des possibilités divines de l'homme. Merci de votre attention.